Bienvenue sur notre série Un auteur, un ouvrage, un regard sur le travail. Une émission proposée en partenariat avec les éditions Octares. Je suis Benoît Zittel, ergonome et consultant en organisation du travail et je vais m'entretenir aujourd'hui avec Blandine Barlet, sociologue et intervenante en santé au travail, actuellement post-doctorante à l'IRISO, Université Paris-Dauphine. Nous allons parler de son ouvrage La santé au travail en danger, aux éditions Octares. Bonjour Blandine. Bonjour. Donc du coup aujourd'hui on va parler de ton ouvrage La santé au travail en danger. On va essayer de construire notre échange en plusieurs phases. Une première phase sur un peu ce qui t'a amené, qu'est-ce qui a animé ton travail, la rédaction de ton livre, de quoi il parle et par la suite de rentrer un peu plus sur le débat autour de la question de la santé au travail. Donc du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à aborder ce sujet-là ? Alors, j'étais partie sur autre chose, sur un sujet un peu annexe. Je m'intéressais, donc j'étais en stage à l'INRS, je travaillais sur les suicides au travail. Et puis, j'ai voulu monter un projet de thèse sur la manière dont les RPS étaient traités dans les services de santé au travail. Parce que j'avais vu des médecins, des psychologues qui prenaient position dans les médias sur les risques psychosociaux. Et je me disais, mais comment est-ce que ça s'articule en fait qui est le plus légitime? Comment est-ce que ça se passe en fait entre les médecins et les psychologues? Donc c'était mon sujet original. Et puis j'ai eu le financement de l'INRS pour faire ça. J'étais contente. C'était un moment où c'était vraiment une question qui interrogeait les suicides, les risques psychosociaux. Donc et ça c'était en quelle année? Ah ça c'était j'ai eu mon financement en 2009-2010. D'accord, donc c'est une longue période d'études que tu as mené sur ce sujet-là. Ah ouais, j'ai fait mon titre sur les suicides, c'était 2008-2009, donc ça faisait longtemps que ça m'intéressait, enfin ça fait longtemps que je suis là-dessus. Ouais. Et du coup, quand j'ai commencé, l'idée c'était quand même d'aller sur le terrain et puis de rencontrer le plus de psychologues et le plus de médecins possible. Et en fait, il fallait que j'ouvre mon terrain, donc que je puisse pénétrer dans les services interentreprises, ce qui n'était pas forcément évident. Mais une fois que je suis rentrée dans les services, souvent par le biais de médecins coordinateurs ou par le biais de premiers contacts de médecins, les gens m'ont parlé énormément de pluridisciplinarité. Ils prononçaient beaucoup ce mot et je comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire parce que dans la manière dont ils l'employaient, j'avais l'impression que ça voulait dire des médecins et d'autres personnes. Des médecins d'un côté et puis des personnels, ergonomes, psychologues, infirmières même. Donc on parlait beaucoup d'infirmières là où j'étais. Donc pour moi c'était quelque chose de flou. Et puis beaucoup d'expressions d'angoisse, d'anxiété ou par rapport à l'avenir, par rapport aux réformes qui étaient en cours, en train de se mettre en place. Voilà. Et on m'a tellement parlé de pluridisciplinarité que je me suis dit le contexte c'est ça, il faut que je m'y intéresse. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré justement les infirmières, les assistants santé travail. Et puis j'ai pas pu m'empêcher d'élargir mon sujet parce que je me suis dit la division du travail sur les risques psychosociaux c'est un vrai sujet dans les services, mais elle arrive dans un contexte où en fait la division du travail de tout pose problème. C'est vrai que la majeure évolution sur les 15 dernières années de services santé au travail, c'est de passer de la médecine du travail, où on était vraiment sur une approche de visite médicale par le médecin et les infirmières, à l'intégration de la pluridisciplinarité, c'est-à-dire amener d'autres compétences professionnelles autour de la gestion de la santé au travail. Ouais. Et c'est vrai que c'est un tournant majeur. Et pour le coup, le maître mot, ou en tout cas le mot qui a enrobé cet élément-là, ça a été la question de la pluridisciplinarité. Et donc du coup, c'est vers ça c'est sur ce sujet-là que tu as porté ton étude, c'est-à-dire interroger la pluridisciplinarité au niveau des services de santé au travail, sur la focale des conséquences ou de la manière dont c'était mis en œuvre, notamment sur l'émergence de facteurs de risque psychosociaux. Ouais. C'est bien ça. Ouais, c'est bien ça, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui... donc là, on rentre un peu plus dans le contenu du livre, mais qu'est-ce qui t'a marqué? Tu parles d'approche un peu floue de la pluridisciplinarité. Qu'est-ce qu'il en ressort?
Moi, ce qui m'a marqué en arrivant sur le terrain, c'était les conflits interpersonnels du coup entre les différents intervenants, enfin entre les médecins et les intervenants qui essayaient un peu de s'ajuster dans des organisations complètement nouvelles qui leur laissaient souvent des places qui leur convenaient moins. Enfin, il y avait vraiment des ajustements qui étaient à faire et qui étaient très très difficiles pour les personnes que j'ai rencontrées et qui créaient des tensions, des vraies tensions. Que j'essaie d'analyser dans ma thèse et dans l'ouvrage, mais que j'essaie d'analyser comme des tensions qui sont liées à des politiques en fait, qui sont pas liées à des conflits interpersonnels. Donc ce que j'essaie de voir, c'est qu'en fait cette pluridisciplinarité, elle porte sans le dire avec elle des conceptions de la santé au travail qui font pas l'objet de consensus. En fait, la pluridisciplinarité, on peut pas vraiment être contre. C'est quelque chose qui est tellement, on est plus fort ensemble. On est plus efficace quand on a plusieurs regards disciplinaires. Je sais pas. Oui, puis l'approche de la santé au travail, elle n'est pas uniquement médicale. Elle doit être aussi organisationnelle. Elle est globale. Et donc du coup, c'est vrai que ça fait sens de porter une vision plus élargie de comment je vais accompagner une entreprise dans sa prise en charge et sa gestion de la santé au travail. Oui, c'est une richesse, sauf que justement, en fait, on passe de la médecine du travail, alors qui a été beaucoup critiquée, est incarnée différemment par les médecins. Donc dans mon ouvrage, dans ma thèse, j'ai essayé de faire une sorte de typologie, des idéotypes un peu de manière de voir son métier de préventeur. Et en fait, il y a des manières d'être médecin du travail qui sont centrées sur le colloque singulier, l'accompagnement du salarié, etc. Des manières qui sont un peu plus les programmes de santé publique. Il y a des manières qui sont un peu plus accompagnement de l'entreprise, mais du coup j'ai l'impression qu'avec l'arrivée de la pluridisciplinarité ça a rendu conflictuelles ces différentes approches en fait. Ça a mis un peu de l'eau sur le feu entre les différentes manières d'être médecin et du coup d'envisager son rôle par rapport à l'entreprise, par rapport aux salariés. C'est-à-dire qu'en fait les IPRP sont arrivés dans un contexte où c'était pas clair si ils étaient là pour aider le médecin, s'ils étaient là pour aider l'entreprise, ou ils étaient là parce que le service avait décidé qu'il fallait suivre la loi et que du coup donc il y avait comme ça un flou. C'est pour ça que tu abordes la question du manque d'une vision politique autour de la question de la santé au travail et que du coup ces médecins se sont retrouvés confrontés à intégrer cette question de la pluridisciplinarité dans un contexte qui était déjà pas clair entre eux sur comment mener cette notion de prévention de la santé au travail. Et du coup, j'imagine, et on connaît l'histoire aussi, que vis-à-vis des IPRP, ça n'a pas dû être facile parce que du coup, c'était une place à trouver dans un environnement qui n'était pas clair, avec justement un contexte et des médecins qui étaient déjà peut-être en conflit entre eux ou en questionnement. Très difficile de trouver leur place, ouais, c'est vraiment des grosses questions même identitaires sur leur métier. Alors évidemment les ergonomes qui ont un peu disons une profession derrière avec je sais pas des profs, un peu une entraide un peu. Il y avait une solidarité, j'ai trouvé, entre les ergonomes qui a pu les aider à trouver leur place parce que, disons, ils savaient ce qu'était leur métier plus facilement, ils trouvaient, quoique. Il y a toujours un conflit entre, moi j'ai envie de faire l'ergonomie comme ça et pas simplement de faire appliquer des normes hygiénistes, etc. Donc il y avait quand même ça. Mais sinon, plus facile que justement pour certains comme les infirmières ou les psychologues, hein, même si ça n'a rien à voir comme métier ou positionnement. Aussi bien infirmières que psychologues ont eu du mal à délimiter leur périmètre en fait, à dire voilà, moi je sais faire ça, moi je peux faire ça, faites appel à moi pour ça. Parce que d'un côté, leur hiérarchie leur disait vous êtes là pour tel type de tâche, et de l'autre côté, les médecins contestaient les manières dont ils pouvaient être mobilisés, etc. Donc il y avait des conflits qui opposaient en fait direction et médecins, et ils étaient au milieu, quoi. Donc c'était pas évident. Est-ce que tu as des exemples
d'expression de ces conflits-là ou de problématiques qui ont émergé dans les services de santé au travail? Énormément. Sur les RPS, par exemple, typiquement, il y a eu une époque où des psychologues étaient embauchés par des services un peu ignorants de ces problématiques, parce que ils n'étaient pas spécialistes, les directions de services ne sont pas spécialistes forcément de santé au travail, et du coup, ils disaient, qui dit risques psychosociaux dit psychologue, on va embaucher des psychologues, et qui ne faisaient pas vraiment attention même parfois à la formation de ces psychologues, mais qui de temps en temps étaient bien conseillés et prenaient des psychologues du travail, mais pour qui c'était évident que ces psychologues allaient faire de l'accompagnement individuel, etc. Alors que pour les médecins, en tout cas pour les médecins qui étaient le plus engagés dans la politique du service, il était inadmissible que les médecins fassent du suivi individuel. Il fallait qu'ils fassent avec les ergonomes qui travaillent sur l'organisation, sur les risques psychosociaux comme des risques organisationnels et pas comme des risques individuels. Donc il y a eu des gros conflits sur ça, où en fait j'ai eu des histoires de psychologues qui ont été insultés, par exemple en comité médico-technique, commission médico-technique. Voilà, on parlait de psychologue Marie-Claire, de psychologue au rabais pour tout ce qui est suivi individuel, alors même qu'en fait, si les directions appuyaient là-dessus, c'était aussi qu'il y avait des médecins qui étaient qui avaient besoin, qui étaient en difficulté. En fait, qu'est-ce qu'on fait des salariés qui pleurent dans notre bureau? Est-ce qu'on peut les déléguer à des psychologues? Et du coup, ils le faisaient, et puis les psychologues étaient après pris à partie pour dire non, ça devrait pas être votre travail, vous devriez faire autre chose, vous devriez travailler sur des problématiques globales. Et donc finalement tout ça, ça montre bien qu'en fait la santé au travail et qu'est-ce qu'on veut faire en santé au travail, c'est d'abord des questions un peu politiques, des questions de comment est-ce qu'on intervient. Quel est le but en fait? Est-ce que le but c'est que les gens arrêtent de pleurer dans le bureau des médecins du travail, ou est-ce que le but c'est que l'organisation du travail soit repensée? En même temps, en attendant, la prévention tertiaire, elle s'impose. Mais il y a pas vraiment de convergence entre des enjeux politiques et stratégiques de direction et les exigences du terrain liées à la question de la santé au travail. Donc du coup, la notion de pluridisciplinarité ne fait pas vraiment sens, si je peux me permettre ça. On est plus sur une carte, je parle plus un menu où on viendrait choisir telle spécialité, mais sans trop vraiment créer une articulation globale. Ouais, j'ai vu que c'était très cloisonné, et que en fait, ce cloisonnement, il était aussi mal vécu par beaucoup d'IPRP, et même par les médecins en fait, en disant en fait, il n'y a pas de réflexion commune. J'ai eu des ergonomes qui m'ont dit, on a l'impression qu'il y a la tête et les jambes, en fait, qu'il y a un cerveau qui réfléchit, et puis que nous, on est les bras armés. Comme ça, des divisions un peu du travail qui satisfaisaient personne. Donc, vraiment cloisonné, Mais quand on parle de cloisonnement, alors d'une tête et des jambes, la tête, c'est qui? Dans ces services-là, en tout cas en 2010-2011, c'était vraiment beaucoup plus les médecins, D'accord. Mais du coup, est-ce que on est aujourd'hui en 2020, quel type d'évolution? Est-ce qu'on est toujours dans la même situation, ou est-ce qu'on est encore porteur de cette historique-là? Comment tu le sais-tu? Alors, je pense qu'il y a ça a beaucoup évolué du fait que tout ça a commencé, j'ai oublié de le dire, par une problématique démographique quand même. Il y a de moins en moins de médecins du travail. Il y en avait très peu. Enfin, il y avait déjà une problématique de vieillissement à l'époque, donc il y a une dizaine d'années. Mais alors maintenant, c'est encore beaucoup plus. Ça se voit quoi. Enfin, il y a vraiment très peu de médecins. Du coup, juste mécaniquement, je pense qu'ils perdent un peu en voix parce qu'ils sont moins nombreux. Mais il y a toujours ces problématiques Donc la santé au travail n'a pas réussi finalement à organiser une approche globale de la prévention
des risques professionnels dans les entreprises? Alors, je peux pas dire ça parce qu'il y a localement des mises en œuvre de la pluridisciplinarité qui, avec le temps, parce que ça prend du temps justement de débattre, qu'est-ce que c'est notre métier, qu'est-ce qu'on vise, comment est-ce qu'on s'organise, mais aussi comment on s'organise c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on vise en fait, c'est quoi notre but. Et localement, dans certains services où le débat est possible, il y a des binômes ou même des trinômes secrétaires, infirmières, médecins qui fonctionnent très bien. Alors, il y a toujours cette articulation IPRP, équipe médicale, qui parfois pose problème, mais il y a aussi justement des trinômes ou des binômes, des équipes médicales qui sont tellement porteuses que finalement, l'articulation se fait beaucoup mieux. En fait, ce que je comprends, c'est que la mise en œuvre d'une logique pluridisciplinaire de la prévention des risques professionnels tient plus de la capacité de certains individus à vouloir porter ce sujet que d'une vision politique affirmée ou pas. Alors, il faut avoir les conditions de travail nécessaires à mettre en place ces ententes, ces collaborations. En fait, j'ai aussi travaillé sur le recueil de données SUMER, donc sur la mise en œuvre de la veille en santé au travail, et j'ai vu que, en fait, dans les services où la pluridisciplinarité roulait, était bien en place, les médecins pouvaient faire de la veille. Mais que dans les services où la pluridisciplinarité roulait pas, la veille était pas possible à mettre en place. Mais c'est juste un exemple pour dire qu'en fait, quand il y a une facilitation par l'organisation du temps d'échange entre médecins et infirmières, de certains débats, de construire vraiment, quand on prend le temps de construire les collaborations, il y a des conséquences sur ça. Et prendre le temps, c'est pas des individus, c'est d'avoir les moyens, c'est d'avoir les locaux aussi. Parfois, c'est aussi stupide que ça, c'est d'avoir les conditions concrètes. Il y a des services où les infirmières n'ont pas de bureau. Ouais. Oui, pas évident. Et ça me permet de rebondir aussi. C'est vrai que moi, en tant que consultant, ça nous arrive d'intervenir via des demandes sollicitées de l'entreprise motivées par les services santé au travail. Et ces demandes, elles émergent que parce qu'il y a une véritable entente entre le médecin, l'ergonome IPRP qui travaillent ensemble et qu'ils arrivent à mettre en mouvement cette question de la prévention des risques professionnels. Mais c'est pas quelque chose que nous, dans le conseil, on trouve régulièrement. Ouais. Mais effectivement, c'est pas évident. Et aujourd'hui, tu penses que, parce qu'il y a quand même, on est en plein sujet là maintenant par rapport à la réforme de la santé au travail, quels sont les points de vigilance que tu lances par rapport à ça, au travers de ton livre ou au travers de ta réflexion universitaire? Justement, pouvoir conserver en tête le fait que la santé au travail, c'est une question politique et pas une question technique. Pouvoir garder en tête le fait que c'est pas en divisant autrement le travail ou en étant simplement même plus au clair sur qui fait quoi, ça suffit pas en fait. Il faut savoir pourquoi on le fait. Il faut savoir, il faut pouvoir en discuter. Et je pense que quand les ententes locales, ça suffit pas. Un binôme qui fonctionne bien, c'est bien, mais il faut qu'il ait les moyens. Il faut qu'il ait les moyens donnés par sa direction. Il faut que la direction ait les moyens donnés par les politiques plus générales, d'avoir un peu de jeu, quoi. Et donc là-dessus, les vraies questions. Moi, je pense que tu parlais d'avoir les moyens pour faire de la gestion, de l'accompagnement des entreprises. Ça, c'est une conception, mais il faudrait aussi pouvoir voir si accompagner les entreprises dans la gestion de leurs risques, ça suffit à protéger les salariés, et c'est pas sûr en fait. Qu'est-ce qui pourrait être le plus protecteur aujourd'hui pour des salariés qui sont mis en danger par leur travail? Parce qu'il y a des maladies, il y a des accidents, il y a quand même, concrètement, c'est de ça qu'on parle. C'est pas simplement, je sais pas, de tableaux avec des indicateurs. C'est quand même vraiment de gens qui tombent malades à cause de leur travail, de gens qui ont des accidents à cause de leur travail. Donc ça, comment est-ce qu'on peut l'empêcher? Quand on parle de prévention, parfois, j'ai l'impression on parle d'un objet de gestion, mais c'est quand même très très concret. Comment est-ce qu'on trace? Pour moi, c'est un point de vigilance. Comment est-ce qu'on garde une traçabilité des parcours professionnels et des expositions? Donc, qu'est-ce qui permettrait ça en gardant un secret professionnel, etc. Quelle organisation nous permettrait de faire en sorte que les salariés soient le moins possible mis en danger par leur travail? Et c'est pas, je pense qu'accompagner les entreprises, ça suffit pas. Ou alors,
Enfin, ouais, parce que c'est trop dépendant de la bonne volonté des entreprises. Et c'est ça qu'on trouve beaucoup dans le rapport Lecoq. On a une vision un peu de l'entreprise comme quelqu'un qui a envie de faire de la prévention et qu'il faut aider. Sauf que sans mauvaise volonté, il y a des logiques économiques qui vont à l'encontre de ça. Donc comment est-ce que... alors c'est pas forcément simplement un contre-pouvoir, mais comment est-ce qu'il peut y avoir en tout cas un secteur, le secteur de la santé au travail, de la prévention, qui puisse tirer vraiment la prévention vers une protection des salariés. Oui, je pense que ça fait écho aussi à notre problématique de conseil, c'est comment on articule l'accompagnement des entreprises sur cette question de la prévention des risques. Bon, nous, on porte aussi la question de la performance, et derrière la question de la performance, il y a forcément la question de la prévention, de la santé, de l'écologie humaine, et c'est vrai qu'il y a un enjeu aujourd'hui d'articulation entre des services de santé au travail qui représentent une vision institutionnelle, alors avec une politique ou une autre, mais en tout cas qui a cette capacité de motivation ou d'intégration ou d'accompagnement et de suivi des entreprises, avec une partie de consultants qui peuvent aussi porter un suivi ou on va dire un effort de guerre à un certain moment pour pouvoir donner un diagnostic plus concret à une entreprise. Il y a aussi les ergonomes internes qui aussi ont leur rôle, et c'est vrai que ce qui pourrait être intéressant dans les évolutions à venir, c'est vraiment autour de cette vision politique qu'est la prévention des risques professionnels et de la santé au travail, qui doit aussi intégrer cette notion de performance, et de performance qui n'est pas contrainte, qui ne vient pas contraindre l'entreprise, au contraire. Et j'espère que les évolutions vont aller dans ce sens, et que du coup, même si on parle des entreprises qui seraient intéressées à aller vers la prévention, mais si ce n'est que finalement une logique de santé, ça devient une contrainte légale, et du coup comment on le porte, et est-ce que les services de santé au travail ont les moyens de porter cette vision-là? Je ne sais pas, et je pense que ça peut se construire aussi dans cette approche globale. Mais effectivement, quid de la vision politique liée à la prévention des risques professionnels et l'intégration dans la vie de l'entreprise? Et ça, effectivement, on ne sait aujourd'hui pas comment ça va évoluer. L'autre risque, c'est qu'on se déplace vers vraiment le médico-légal, et que, là on voit, pas tout à fait, mais c'est vrai que avec le Covid, tout d'un coup on s'est souvenu qu'on avait des médecins du travail et qu'ils pouvaient faire plus ou moins de la sélection de main-d'œuvre en fait. On leur a dit, vous pouvez dépister, vous pouvez même, je crois qu'ils ont eu la permission de faire des arrêts de travail. Ce qui est exceptionnel. Sauf que du coup, c'est arrivé comme ça, tout d'un coup, un peu comme urgence, on peut les mobiliser sur ça. Mais très bien, pourquoi pas, sauf que potentiellement, c'est du temps qui passe pas à faire autre chose, et qui passe alors qu'ils étaient déjà débordés. Donc moi, je me suis interrogée quand j'ai vu ces textes, je me suis dit, moi j'ai vu des médecins complètement débordés, en train d'essayer de prioriser sur leurs priorités, parce que vraiment ils peuvent pas, ils arrivent pas, ils ont trop de missions en fait, et donc concrètement ils peuvent pas faire tout ce qu'ils ont à faire, et on leur dit en plus sélectionner, dépister et faites des arrêts ça fait beaucoup je trouve. Et donc moi je pense que c'est potentiellement un immense gâchis quand même, parce que vous parliez de tous ces compétences qui sont mises ensemble dans des services, potentiellement il y a quand même beaucoup de choses à faire, et au niveau des médicales, mais à tous les autres niveaux, c'est quand même super riche d'avoir des infirmières qui apportent aussi leurs compétences propres, d'avoir des toxicologues, des ergonomes, c'est vraiment, à la limite c'est une chance que la France puisse essayer de mettre en œuvre ça. Sauf que dans les faits, on a l'impression que le travail est empêché dans beaucoup de cas. Parce que, c'est difficile de dire pourquoi exactement, mais parce que la politique n'est pas définie. Et puis si on reprend l'exemple de la Covid, on voit bien que la prérogative, c'est le port du masque, et que ça n'interroge pas les transformations organisationnelles que ça va impliquer. Ça n'interroge pas l'adaptation des usages par rapport à l'utilisation de ces masques, et du coup les services de santé au travail sont obligés en quelque sorte de répondre à cette prérogative, et on rentre dans une vision qui est on
va dire peut-être plus hygiéniste et qui peut se référer au début de la prévention des risques professionnels à l'époque où on ne parlait que de vision hygiéniste du travail. Et c'est malheureux parce que derrière ça, on va impacter beaucoup d'éléments liés à la rentabilité, à la performance des entreprises, au RPS, parce que effectivement la gestion du télétravail, la gestion du risque qu'on peut percevoir en entreprise parce qu'il y a un tel ou un tel qui porte pas le masque comme il faut, donc on a peur. Donc il y a toute cette vision de comment je vais adapter ces nouvelles contraintes au travail et comment je vais adapter tout ça d'un point de vue organisationnel ne sont pas forcément portés par une vision politique de la santé au travail. Et je trouve ça délicat et j'espère que les entreprises vont percevoir l'intérêt et l'enjeu de faire appel autrement de ces institutions-là ou même des différentes compétences auxquelles elles peuvent avoir accès pour porter cette réflexion-là. Mais malheureusement, on ne sent pas l'apport politique autour de ça. Et c'est ça qui se questionne, effectivement. Ouais, et puis en t'entendant parler, c'est vraiment la question du travail réel et d'être à l'échelle de l'atelier ou vraiment pouvoir observer le travail. Et ça, c'est des choses que justement, enfin, on met pas l'accent là-dessus. Les médecins vont de moins en moins sur le terrain parce que il faut qu'ils fassent des visites d'urgence. Les ergonomes sont pas toujours mobilisés à bon escient. Enfin, souvent sur des mauvaises questions ou sur des trucs très techniques. Alors que si on va sur le travail réel, j'ai l'impression que du coup, politiquement, ça va de soi, en fait. Parce que c'est le travail et c'est le fait que le travail mette en danger qui est problématique. Donc comment est-ce qu'on peut repenser pas simplement des normes, des lois, des directives, mais vraiment comment est-ce qu'on travaille et comment est-ce qu'on s'organise pour que ce soit pas dangereux. Il y a bien sûr il y a une mise en danger par des substances toxiques, etc. Mais il y a aussi la manière dont on les utilise. Et si on est au plus près de ce que vivent les salariés, déjà je pense qu'on se trompe beaucoup moins que si on est à un niveau plus macro. Et j'ai l'impression que c'est ça la conception médico-légale, la conception très programmatique, elle s'éloigne du terrain, elle s'éloigne de l'échelle où on peut vraiment agir en fait. Enfin, je sais pas si toi en tant que... Nous on sait ce qu'on retrouve aujourd'hui et les sollicitations des entreprises sont très technico-techniques et on s'attache à essayer de les questionner ou de les renvoyer sur ces notions organisationnelles parce que ça ne peut pas fonctionner si on reste uniquement sur la vision technique. L'usage du port du masque au point de barre, la distanciation et autres, on met en place le télétravail, ça questionne aussi beaucoup d'autres éléments qui viennent impacter l'entreprise. Et effectivement, d'un point de vue conseil, on est confronté aujourd'hui à cette difficulté de faire comprendre aux entreprises que leur enjeu est dans une réflexion différente. Et dans les échanges que je peux avoir aussi avec des confrères et consoeurs de services SST, ils ressentent aussi cette difficulté. C'est-à-dire qu'il y a quand même cet enjeu politique aujourd'hui, technico-technique, de mise en protection sur la base, si on reste sur cet exemple du Covid, mais qui ne questionne pas la vision globale liée à l'approche de la santé au travail et liée à la gestion de cette crise finalement sanitaire. Ouais. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et effectivement, on n'a pas de vision de ce qu'est l'ambition politique autour de cette question de la santé au travail, si ce n'est de dire, on va réorganiser, on va mutualiser ou autre, mais on reste sur une dimension, pour le coup, assez technique. Ouais. C'est comme si c'était une case à cocher, prévention, santé au travail. En fait, il faudrait vraiment cette approche globale, cette idée qu'en fait, on peut concevoir les choses autrement et puis que ça peut être quelque chose en tant qu'ergonome, c'est vraiment ton créneau. Mais je sais pas, je pense que c'est... Sur le Covid, c'est évident, mais surtout... Et ça, par contre, du coup, ça demande certaines conditions de travail, parce que ça demande du temps. Et moi, j'ai vu pas mal d'ergonomes de services santé au travail qui disaient on n'a pas le temps de développer on n'a pas le temps de développer nos interventions comme on souhaiterait le faire, parce que
on nous laisse pas déployer tout ça. On nous dit, voilà, il y a tant de demi-journées allouées à telle entreprise, et du coup, on peut pas vraiment... Alors, les entreprises qu'on aide, c'est celles qui sont déjà très au fait. Voilà, non. Ou alors, au contraire, très au fait de... Après, il y a quand même un enjeu de volume, c'est-à-dire qu'ils ont des populations d'entreprises très conséquentes à surveiller, et c'est là où, bon, nous, consultants ou intervenants extérieurs, on pousse pour qu'il y ait un vrai relais finalement entre ces services-là et le réseau des compétences extérieures au service santé au travail pour pouvoir accompagner et aider les services de santé au travail là-dessus. Et du coup, l'ergonome IPRP ou le médecin devient comme en quelque sorte un ergonome de proximité qui va faire de la conduite de projet et du pilotage de ces interventions-là vis-à-vis des entreprises. Ça fonctionne sur certains services santé au travail, mais c'est pas quelque chose qui est au commun. Et je pense que l'ergonome de service santé au travail est dans cette en dichotomie, ambivalence entre je suis ergonome, je fais de l'intervention, sauf que dans mon service ça a empêché puisque j'ai un temps alloué aux entreprises qui ne me permet pas, mais en même temps dans quelle mesure je peux rentrer dans une posture plus de pilotage sur du long cours si la pluridisciplinarité ne me le permet pas ou autre. Donc il y a un mouvement de bascule et de position qui est extrêmement difficile à trouver. Et nous, dans le métier du conseil, on pousse vers ces articulations-là. Après, je ne sais pas vis-à-vis des services santé au travail comment ils se situent. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant ce que tu abordes, l'historique, et c'est pour moi un véritable enjeu de société aujourd'hui qui se vit. Et j'espère que les apports politiques qui vont en émerger pourront se focaliser ou en tout cas apporter une dimension autre là-dessus, mais aujourd'hui on n'a pas de vision. Et, par rapport aux enjeux politiques, j'ajouterais qu'il y a des angles morts qui sont quand même vraiment très très problématiques de la santé au travail en France. C'est la santé des fonctionnaires, c'est quand même, 20% des salariés en France qui sont quasi pas suivis, qui ont quasi pas accès à tout ça, en fait, à tout ce dont on parle, qui est déjà pas très bien organisé, mais qui est quelque chose, quoi. Enfin, vraiment, ça, je trouve que c'est quand même assez fou que ça n'existe pas. Bon, il y a eu un deuxième rapport Lecoq sur ça, mais donc je pense qu'il y a une conscience qu'il y a des choses à faire, mais on part de très 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 loin sur la santé au travail des fonctionnaires. Et puis aussi tout ce qui est travailleurs précaires. Hein. Donc les intérimaires ou même les contrats très courts, au niveau santé au travail, je parlais de traçabilité des expositions, comme elle n'existe pas, finalement le modèle quand même assez ancien du salarié qui reste toute sa vie suivi par un médecin du travail et puis une équipe pluridisciplinaire, il vaut plus aujourd'hui. Donc les travailleurs très précaires, ils sont suivis de manière très très médico-légale, ils ont des attestations d'aptitude et puis c'est tout en fait. Et ça, je trouve que c'est quand même des angles morts. Si on voit le nombre de travailleurs précaires plus le nombre de fonctionnaires, ça fait quand même beaucoup de salariés français qui sont pas du tout couverts par ce système dont on parle, même qu'il soit problématique. Oui, ça ouvre un autre champ. Ouais, bon alors c'est pas la question dont on parlait, mais je trouve que finalement c'est aussi des chantiers qu'il faudrait mener et bien évidemment qui sont hyper importants au regard des évolutions sociétales. Voilà, notamment c'est ça. Avec les auto-entrepreneurs, Uber Eats, tout le Uber, toute cette nouvelle typologie de population, de questionner comment ils sont... parce que ce dont on parle, en fait, il y a tellement de populations qui échappent. En fait, il y a les auto-entrepreneurs typiquement, ça échappe complètement à ça. Puis quand on parle de télétravail, le travail réel, il est compliqué à observer. Ouais, il y a quand même beaucoup de problématiques qui peuvent pas rentrer là dans ce système-là. Ouais. Pour toi, l'avenir, que ce soit professionnel, par rapport à la continuité de tes recherches ou de tes études, tu as envie de poursuivre sur ces questions de la santé au travail ou qu'est-ce que tu fais actuellement en termes de recherche là-dessus si... Justement, en fait, c'est drôle, mais justement, là, j'ai fait un travail de recherche sur la santé des intérimaires, donc comment est-ce que les services interentreprises pouvaient traiter la question. Donc je me suis aussi confrontée à des
des équipes pluridisciplinaires qui pour le coup parfois fonctionnaient très bien sur une problématique, qui se mettaient ensemble et qui essayaient de faire avancer la problématique, l'angle mort en fait de la santé des intérimaires, pour pas que ça soit simplement les tampons. Sinon c'est ça, la directive des services c'est ça, c'est juste il faut les aptitudes, c'est tout. Donc ça je me suis pas mal intéressée à ça. En ce moment je travaille aussi sur la sous-déclaration sous reconnaissance des maladies professionnelles. Donc je fais un petit travail bibliographique là-dessus. Donc je reste toujours sur ces problématiques. Donc avec un pied à la fac et un pied pour des expertises CHSCT. Donc des prochaines parutions possibles, articles ou autres il y a un rapport qui est paru, que j'ai écrit sur justement l'implication des équipes pluridisciplinaires dans SUMER, dans l'enquête SUMER, qui est paru, la DARES vient de mettre en ligne. D'accord, très bien. Sinon, du coup, on peut le retrouver comment ? Je pense DARES, mon nom, je sais pas. D'accord. Blandine Barlet, DARES. Je sais pas, Google fait des miracles. Hein. Oui, c'est ça. Ok, écoute, on a consommé le temps de notre podcast. Je te remercie énormément pour cet échange que je trouve très riche et qui ouvre quand même beaucoup de réflexions. Et je pense que beaucoup de ergonomes ou médecins du travail risquent d'être intéressés par tous ces échanges. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié ce moment en notre compagnie. Pour accéder aux livres de notre émission, c'est sur le site des éditions Octares, www.octares.com. Et si vous voulez plus d'informations nous concernant, notre courriel contact@entropie.net. N'hésitez pas à liker et ou vous abonner à notre chaîne. Merci à vous, à très bientôt.